et des bases thérapeutiques concernant ces pathologies. Et c'est ça que nous allons aborder tout à l'heure avec le professeur Alexandre Garas. Alors, le professeur Alexandre Garas, c'est un néphrologue qui exerce au niveau de l'hôpital européen Georges Pompidou de Paris. Il est également spécialiste et référent des maladies du système et également coordonnateur du DS de néphro à l'île de France. Donc, professeur, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup. Avant tout, je voudrais remercier la Société sénégalaise de néphrologie, dialyse et transplantation pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Alors, avec un certain nombre de gens que je connais moins bien, effectivement, mais avec un certain nombre d'échanges que nous avons dans les congrès, mais pas aussi l'intermédiaire d'internes qui viennent, comme l'a fait Paris il y a quelques années maintenant en Île-de-France pour parfaire en tout cas leur formation de néphrologue. Et donc je suis extrêmement heureux de pouvoir vous faire une mise au point, on va dire, sur un domaine que je connais bien, qui est la vascularité en cas. La vascularité en cas est une pathologie rare, certes, et probablement encore plus rare chez vous qu'elle ne l'est peut-être en Europe. On sait que c'est une maladie qui a un gradient nord-sud, et qui est probablement plus fréquente, en tout cas plus on monte dans l'hémisphère nord. Néanmoins, on le voit sur toutes les latitudes, et je pense que vous pouvez en voir aussi également au Sénégal. C'est une maladie dans laquelle on a en effet eu pas mal d'avancées thérapeutiques ces dernières années, comme je vous montrais tout à l'heure. Et il y a un certain nombre d'essais quand même qui ont été faits et qui ont montré qu'on peut améliorer la prise en charge de ces patients. Alors, la plupart des essais ont été faits grâce à des études collaboratives. Je vais pas mal vous parler d'études collaboratives qui viennent de deux grands consortiums, donc qui apparaissent là sur la diapo que vous voyez sous les yeux. Un consortium français très très actif qui s'appelle le groupe français d'études de vascularite, un consortium de cliniciens français qui s'intéressent à la vascularite, qui a été mis en place il y a plus de 20 ans maintenant par Loïc Guilvin, qui est un des grands monsieur de la vascularite dans le monde, qui travaille à l'hôpital Cochin, et qui a monté un réseau extrêmement actif, comme vous allez le voir. Et puis un autre groupe qui s'appelle LEVAS, qui est un groupe européen, qui est étude de vascularite, qui lui dont le mentor est un collègue anglais qui s'appelle David Jane, dont je vais pas mal vous parler aujourd'hui, qui a également fait un réseau extrêmement productif sur le plan européen, avec pas mal d'essais à la clé. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis néphrologue. Je travaille à l'hôpital Pompidou, comme vous l'a dit tout à l'heure votre collègue, et je suis universitaire affilié à l'Université Paris-Cité. On a la chance d'avoir sur notre site un centre de référence maladies rénales, des maladies de système, que ce soit la vascularite, les vascularites, le lupus, la sclérodermie, mais aussi des anomalies de complément. Vous le savez probablement, on a sur l'HGP un laboratoire d'immunologie connu à travers le monde, celui de Véronique Frémaux-Bacchi, qui s'intéresse beaucoup aux compléments depuis des années. Et donc, on a acquis une certaine expertise dans ce domaine-là. Et vous allez voir que dans la vascularité en cas, on commence à avoir un petit lien d'ailleurs entre la maladie systémique et le complément. On va en parler tout à l'heure un petit peu. Alors, quelques diapos introductives, j'ai volontairement fait assez court comme introduction parce que la vascularité en cas, vous la connaissez, en tout cas, je pense, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la partie thérapeutique. Alors, la vascularité en cas, comme vous le savez, ça fait partie de cette vascularité systémique des petits vaisseaux. Alors, quand on dit vascularité, c'est quoi? Oui, vous m'entendez? Les diapos ne défilent pas. Ah, les diapos ne défilent pas. Alors, à l'instant, je vais essayer. Un diaporama, ça ne défile pas. Je suis en diaporama. Alors, vous ne voyez pas? Je pense qu'il faut partager l'écran complet au lieu de la fenêtre. Je partage l'écran déjà. Alors, attends. Voilà. Là, vous voyez toujours pas? Complet. Si. Est-ce que tu peux partager l'écran complet au lieu de la fenêtre? Alors, je vais partager l'écran complet, va être plus simple. Alors, un instant, je vais fermer dans ce cas-là ça, et je vais partager l'écran complet. Ça va faire plus simple. Voilà, et partager. Donc là, vous avez mon écran complet, j'imagine. Et puis,
Voilà. Hop. Est-ce que là, vous voyez quelque chose? Allô? Oui, c'est bon. C'est C'est bon bon, pour c'est bon. D'accord. Donc là, ma deuxième diapo, vous la voyez sur la physiopathologie des ANCA? Alors, en deux mots, donc, voilà. Les vascularites sont des pathologies qui s'accompagnent donc d'une inflammation des parois de petits vaisseaux. Hein, par définition, c'est la définition de la vascularite. Et aujourd'hui, dans les vascularites, on a une définition et surtout une classification internationale qui s'appelle celle de Chapel-Hill, dans laquelle on va classer les vascularites selon le type de vaisseau qui va être atteinte. Alors, on a des vascularites des gros vaisseaux. Vous connaissez maladie de Horton, ou on l'appelle maintenant artérite à cellules géantes, qui sont donc des vascularites qui touchent les gros vaisseaux, mais on a également le Takayasu, qui est notre pathologie assez rare. On a des vascularites des moyens vaisseaux, dont la fameuse PAN, qui tend à disparaître probablement. Et puis surtout pour nous autres néphrologues, on a les vascularites des petits vaisseaux, ces vascularites qui touchent souvent le rein. On a et qui se répartissent en 3 grands groupes. Le premier groupe qui est celui des vascularites à complexes humains, c'est-à-dire qui sont liés à la déposition dans la paroi du vaisseau de complexes humains. Ça peut être des cryoglobulines, ça peut être des purpura rhumatoïdes avec des dépôts d'IgA, ça peut être d'autres types de complexes humains, tels qu'on peut voir dans le lupus par exemple. Il y a une deuxième catégorie qui est celle de l'ancienne maladie de Gout-Pasture, ou qu'on appelle en tout cas aujourd'hui la vascularite à anticorps antimembrane basale glomérulaire, dans lequel on va avoir, vous le savez, des positions linéaires sur les glomérules, on va en parler. Et puis la troisième grande catégorie, c'est dont on va parler aujourd'hui, les vascularites à ANCA. Alors les vascularites à ANCA ont ça en commun qu'elles sont caractérisées par la présence dans le sang de ces fameux auto-anticorps qu'on appelle ANCA, des anticorps dirigés contre le cytoplasme des polynucléaires neutrophiles. Et on a 2 types d'ANCA, selon qui reconnaissent, dans le temps, les différenciés selon ce qu'ils reconnaissent plutôt le cytoplasme ou le périnucléaire. Voilà. Mais aujourd'hui, surtout, on les distingue selon ce qu'ils reconnaissent en ELISA, soit la myéloperoxydase, la MPO, soit la protéinase 3. Et en gros, on sait aujourd'hui que quand on a des anticorps anti-PR3, on a plutôt l'aspect de la GPA, on appelle le granulomatose avec polyangéite. On a appelé dans le temps, on l'a appris quand on était étudiant comme maladie de Wegener. Aujourd'hui, on n'utilise plus ce terme parce que le docteur Wegener, finalement, avait un passé un peu obscur au sein du parti nazi allemand. Donc, on a supprimé le nom de Monsieur Wegener, mais on utilise aujourd'hui le mot GPA, donc granulomatose avec polyangéite. Cette maladie-là touche essentiellement la sphère ORL, avec des sinusites, des destructions parfois du massif facial, l'exophtalmie, potentiellement les oreilles, les poumons, mais aussi le rein. Et on va en parler un petit peu, parce que l'atteinte rénale est retrouvée dans 60 à 70% des cas. C'est une maladie qui, contrairement à celle qu'on va parler tout à l'heure, a un risque accru de rechute. D'autre côté, on a la micropolyangéite. Micropolyangéite, c'est une maladie qui ressemble beaucoup au Wegener, mais un peu différente dans le sens où elle a plutôt des anticorps anti-MPO. Et là, le rein est très, très souvent atteint, et même de façon parfois isolée. C'est uniquement le rein qui est atteint, sans beaucoup d'autres atteintes d'organes en dehors du rein, bien qu'on retrouve quand même assez régulièrement une atteinte pulmonaire ou même nerveuse périphérique. Donc, c'est des maladies dites systémiques, où vous voyez plusieurs organes qui donnent souvent des signes d'ailleurs d'accompagnement systémique, de la fièvre, une altération de l'état général, donc des signes assez peu spécifiques et qui font que l'atteinte rénale est parfois diagnostiquée un peu tardivement. Alors, qu'est-ce que ça donne sur le plan rénal, une vascularite à ANCA? Le vaisseau, les petits vaisseaux qui est atteint, c'est le capillaire glomérulaire. On va voir cette fameuse tache, effectivement, la nécrose fibrinoïde au sein du capillaire glomérulaire. On la voit bien sur la biopsie rénale. Et quand on a une rupture du capillaire glomérulaire, on a l'extravasation d'un tas de choses, on va dire, qui sont dans le sang et qui vont aller influer sur la prolifération de ces cellules que normalement on voit, les cellules pariétales épithéliales, qui
bord de la capsule de Bowman qui vont proliférer et qui vont faire le fameux croissant que vous connaissez tous, en tout cas dans les livres, ce croissant épithélial en croissant qui va conduire à la destruction du glomérule. Et donc ça, vous le connaissez assez bien, c'est quelque chose qui malheureusement est la crainte de tout néphrologue de voir le rein se détruire des fois en l'espace de quelques jours ou quelques semaines grâce à cause de cette prolifération extracapillaire. Alors, pour prendre en charge une vascularite à Anka, et maintenant, à partir de maintenant, je vais vous parler surtout de traitement de la vascularite à Anka, on a deux phases thérapeutiques. La première phase est ce qu'on appelle le traitement d'attaque ou d'induction, visant à mettre en rémission cette inflammation, cette auto-inflammation, entre guillemets, glomérulaire, mais aussi extra-rénale. Donc, la phase de traitement d'attaque dure à peu près 3 à 6 mois. Et le but de cette phase de traitement, c'est de mettre la maladie en rémission, c'est-à-dire mettre le score d'activité de la maladie à 0. Alors, ce fameux BIVAS, si vous lisez les articles sur la vascularite, on parle toujours de ce score BIVAS, qui est un score d'activité de la vascularite mis en place à Birmingham, une ville au Royaume-Uni qui est à l'origine de ce score, et donc qui prend en considération toutes les atteintes d'organes. Si vous voyez une feuille de BIVAS, on donne des points selon qu'il y a une hémorragie intra-alvéolaire, la neuropathie, le purpura, ceci, cela. Et puis, donc, plus le malade arrive au départ avec des bouts d'atteinte, plus il a un score BIVAS très élevé au départ. Le but finalement du traitement initial, c'est de mettre le BIVAS à 0, en tout cas le plus proche de 0 possible. Mettre la maladie en rémission. Une fois que la maladie est en rémission, après, on va lever un peu le pied sur le traitement. On va mettre un traitement souvent plus léger, entre guillemets, qu'on appelle le traitement d'entretien. Qui va durer cette fois-ci pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et dont le but cette fois-ci, c'est quoi? C'est d'éviter la rechute, d'éviter que de nouveau le score d'activité de la maladie remonte. Donc, vous voyez, deux traitements, un plus fort au départ, un peu plus léger par la suite, dont le but, c'est au départ de mettre la maladie en rémission, deuxièmement, de maintenir la rémission au long cours. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme schéma thérapeutique? Alors, il y a à peine quelques années, les recommandations qui datent de la fin des années 2020, on va dire 2010-2020, disaient qu'il fallait en pratique, quand on veut mettre en rémission la maladie, il faut mettre de la cortisone, des bolus de solumédrol dans la plupart des cas, enchaîner avec une corticothérapie orale à forte dose, 1 mg kg, et baisser très lentement à partir au bout d'un mois, commencer à baisser lentement la corticothérapie. C'est ce qu'on disait jusqu'à présent. Il fallait y associer un traitement immunosuppresseur qui était classiquement le cyclophosphamide, soit sous la forme orale, 2 mg kg pendant 3 à 6 mois, sous la forme IV, avec des bolus au départ tous les 15 jours pendant le premier mois, puis toutes les 3 semaines, et ça pour une durée, vous voyez, totale de 3 mois. Et puis est arrivé un traitement un peu plus novateur, on va en parler dans quelques minutes, qui est le rituximab, il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Un traitement qu'on connaissait un petit peu, l'anti-CD20, qui aujourd'hui, en tout cas, peut remplacer le cyclophosphamide dans un certain nombre de situations, qui est donc un autre traitement d'attaque de la maladie. Et puis, vous allez voir tout à l'heure, mais on a depuis quelques années un traitement adjonctif qui va être donné quand le patient arrive avec une insuffisance rénale sévère au départ, qui sont les échanges plasmatiques. On va en discuter un petit peu parce que le mécanisme d'échange plasmatique est un petit peu aujourd'hui discuté grâce à des études récentes. On sait que ce traitement marche. Si on se place effectivement à ce traitement-là, on sait que dans la plupart des cas, on arrive à mettre le malade en rémission. C'est-à-dire, avec cette association-là, on sait que plus de 90% des malades vont avoir une rémission de la maladie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont guérir de la maladie rénale. On va garder des insuffisances rénales séquelaires extrêmement importantes, et d'ailleurs des séquelles aussi sur d'autres organes. On peut garder une destruction du massif nasal, ou on peut avoir une fibrose pulmonaire résiduelle, mais c'est la cicatrice dans la plupart. Dans 90% des cas, on arrive à mettre en rémission la phase inflammatoire de la maladie. Vous allez me dire, dans ce cas-là, on sait aujourd'hui comment faire. Pourquoi aller plus loin? Parce que
En fait, parce qu'on doit aller un peu plus loin, parce qu'il y a pas mal de questions résiduelles. La première des questions à laquelle il faut essayer de répondre pour avancer un petit peu et progresser dans cette prise en charge, c'est comment diminuer la toxicité des médicaments. Alors pourquoi cette question-là? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la première cause de mortalité de nos patients avec une vascularité en cage n'est plus la vascularité. C'était le cas il y a 40 ou 50 ans, quand on ne traitait pas la vascularite comme il faut, par exemple, on mourait de la vascularite. Aujourd'hui, de quoi meurent les patients qui ont une vascularite? Eh ben, ça, c'est une étude qui date il y a une dizaine d'années, mais qui a été faite dans des centres de référence. C'était 500 patients suivis que dans des centres de référence où ils connaissent la vascularite. De quoi mouraient les patients? Pendant la première année, vous voyez, 47% des décès étaient liés à l'infection, autant dire à nos traitements immunosuppresseurs. Très peu de malades, 18% mouraient de vascularite active. Et cela se voit également au-delà de la première année. Vous voyez, 20% des mortalités après la première année, même quand on a diminué le traitement immunosuppresseur, on a encore une mortalité infectieuse importante. Mais on voit également apparaître d'autres types de causes de décès qui sont probablement aussi iatrogènes, cardiovasculaires. On sait que nos corticoïdes, c'est pas très bon sur le plan cardiovasculaire. Et des complications néoplasiques, c'est pareil, nos immunosuppresseurs, on sait que ça favorise un certain nombre de cancers urothéliaux et autres qui peuvent donc contribuer malheureusement à la morbide mortalité de nos patients. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer ça aujourd'hui avec les armes dont on dispose aujourd'hui. La première chose qui a été faite, et ça c'est justement les études européennes comme les études françaises, ont montré que finalement peut-être on peut déjà réduire la dose de cyclophosphamide. Alors, première façon de faire, c'est de passer à la forme IV. Pendant longtemps, on a utilisé la forme PEROS et le groupe européen, s'appelle Levas, a fait une étude dans les années 2000 qui s'appelait Cyclops, dans lequel on a comparé, vous voyez, soit un traitement oral quotidien, soit un traitement intraveineux de façon tous les 15 jours ou tous les 3 semaines. Ça a déjà permis de diminuer les doses cumulées de cyclophosphamide de façon importante. On a divisé par 2 la dose cumulée. Et on sait que ça, c'est très important sur la toxicité au long cours, avec finalement une efficacité, vous voyez les deux courbes de mise en rémission superposables dans les deux bras. On arrive à mettre la rémission en rémission aussi bien avec la forme IV, donc allégée entre guillemets, que la forme PEROS. Mais même ça, on sait que des fois, c'est trop, les doses cumulées en question. Et donc, l'idée, on a eu, en tout cas en France, avec le groupe français d'études des vascularites, c'est de se dire que peut-être chez le sujet le plus âgé, les patients les plus âgés, donc les plus fragiles, on peut encore baisser un peu plus. Et donc, Christian Pagnou, qui aujourd'hui travaille au Canada, mais qui travaillait à Cochin à l'époque, a testé une autre combinaison où, dans quelque sorte, on baissait encore plus l'endoxan. Au lieu de faire du 500 mg mètre carré par bolus, là, on faisait 500 mg tout rond. Voilà, ça fait réduire de plus de 30% la dose de cyclophosphamide et en baissant plus vite les corticoïdes. Qu'est-ce qu'on avait? On avait des courbes d'efficacité similaires dans les deux bras, en comparant le bras standard versus le bras léger, et en même temps, on améliorait un petit peu les courbes en termes d'effets secondaires et même en termes de mortalité. Donc, vous voyez que même finalement, en allégeant encore un petit peu chez des patients les plus âgés, alors pour vous donner une petite idée, le protocole en question incluait des patients de plus de 65 ans, mais en moyenne, ils avaient plutôt 75 ans dans cette étude-là. Et ben, vous voyez que chez les patients en question, les plus âgés et donc les plus fragiles, on peut encore lever encore un peu le pied sur la dose des immunosuppresseurs. Alors, l'autre avancée, ça a été le rituximab. Le cyclophosphamide, on sait, c'est un cytotoxique utilisé en chimiothérapie. C'est des traitements qui donnent des leucopénies importantes. On s'est dit, mais pourquoi ne pas cibler directement le lymphocyte B avec les rituximab? On sait que le lymphocyte B, c'est là où sont produits les ANCA. Et donc, il y a cette étude publiée il y a, vous voyez, maintenant pas loin de 15 ans, l'étude RAVE, dans laquelle on a comparé quoi? On a comparé le cyclophosphamide. Alors, c'est une étude américaine, donc les Américains utilisaient beaucoup l'endoxan PEROS au rituximab avec le fameux schéma 4 injections à une semaine d'intervalle. Et quand on regarde la comparaison sur le critère primaire qui était la rémission sans corticoïdes au bout de 6 mois, avec un arrêt des corticoïdes, vous voyez que la comparaison est à peu près similaire. En tout cas, on n'a pas de supériorité, mais on n'a pas non plus d'infériorité de ce traitement
par rituximab. Donc, cette molécule, ce fameux rituximab, permet de faire aussi bien que le classique cyclophosphamide et peut même faire un petit peu mieux dans un sous-groupe de patients, le sous-groupe de patients qui étaient déjà en deuxième, troisième, quatrième poussée de la maladie, c'est-à-dire les rechuteurs, comme on dit, étaient même privilégiés par le switch au rituximab. Donc, le rituximab est devenu une molécule aujourd'hui, en tout cas en Europe et en Amérique du Nord, qui aujourd'hui remplace au fur et à mesure le cyclophosphamide, qui voilà, a le vent en poupe, si je puis dire un petit peu. Mais il faut garder en tête deux choses. La première, c'est que dans cette étude-là, les formes rénales les plus sévères, qui avaient une créatinine à plus de 350 micromoles, ou qui avaient une hémorragie d'ailleurs intra-alvéolaire sévère, étaient exclues du protocole. Ce qui veut dire que pour ces formes néphrologiques sévères, on n'a pas la preuve de l'équivalence entre ces deux molécules. On doit probablement rester sur notre classique cyclophosphamide. La deuxième chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a fait ce switch, on va dire, du cyclophosphamide au Ritux en disant on va avoir moins d'effets secondaires infectieux. Et bien, pas du tout. Quand on regarde cette étude-là, on voit que dans cette étude, on n'a pas diminué le risque infectieux en passant du cyclophosphamide au rituximab. Donc, ce n'est pas nécessairement, en tout cas à court terme, ça qui va diminuer le risque infectieux de nos patients. Il n'empêche que voilà, le rituximab a aujourd'hui, en tout cas en Europe et aux États-Unis, une AMM, comme on dit, une autorisation de mise sur marché pour la vascularité en cas dans le traitement d'attaque. Et aujourd'hui, c'est prescrit de façon assez large, en tout cas en Europe. L'autre idée derrière l'allègement, en tout cas, du traitement immunosuppresseur, ça a été de diminuer les corticoïdes. Alors ça, vous le savez probablement, mais dans la plupart des maladies auto-immunes, c'est la mode depuis maintenant 10, 20, 30 ans de réduire la dose de corticoïdes qu'on a donnée peut-être de façon excessive par le passé. Mais dans la plupart des études, il n'y a jamais de comparaison entre deux bras de diminution de corticoïdes. Dans la vascularité en cas, on a une étude qui s'appelle, une énorme étude qui s'appelle PEXIVAS. Je vais vous parler pas mal de cette étude-là, une étude publiée en 2020, une énorme étude, 700 patients inclus à travers le monde. Tous les patients avaient une atteinte rénale ou pulmonaire. Ils étaient tous randomisés pour recevoir un traitement par des corticoïdes et soit du cyclophosphamide, soit du rituximab. Et ils étaient randomisés une première fois pour avoir soit des échanges plasmatiques, soit pas d'échanges plasmatiques. On en parlera dans quelques minutes. Mais surtout, ils avaient une deuxième randomisation dans chacun des deux bras pour avoir soit les corticoïdes selon la dose standard, soit une dose réduite de corticoïdes. Je vais vous montrer tout à l'heure. On les suivait pendant au minimum un an. Il y a des patients qui ont été suivis jusqu'à 7 ans et on regardait un critère primaire qui était un critère combinant dialyse et décès. Alors, qu'est-ce que c'est que ce schéma allégé en corticoïdes? Quand on regarde, voilà à quoi ça ressemble. Le schéma standard, vous voyez, c'était pour un patient de corpulence, c'est 1 mg qui 15 jours, puis on baisse lentement en 20 mg au bout de 2 mois. Dans le bras réduit, vous voyez qu'on passe déjà au bout d'une semaine à 30 mg jour de cortencile et on baisse encore plus vite pour obtenir 10 mg jour de cortencile, corticoïde, de prednisone, pardon, au bout de 3 mois. Ce qui fait qu'au final, entre ces deux bras, on a quand même une réduction de plus de 50% la dose totale cumulée de corticoïdes. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Cette étude a été rassurante, puisqu'en fait, finalement, en réduisant les corticoïdes, on n'a pas eu plus de patients qui sont allés en dialyse et qui sont morts. On va dire l'efficacité de ce schéma avec dose réduite de corticoïdes était identique à celui qui est avec la dose standard. Vous voyez que les deux courbes sont tout à fait superposables tout au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est vrai, quel que soit le sous-groupe de patients, quel que soit le critère qu'on regarde, que ce soit le décès, la dialyse, la rémission, voilà. Il y a quand même une différence, et pas des moindres, on va dire. La différence entre les deux bras, c'est celle-là, c'est les infections sévères. Et vous voyez bien que dans le bras standard, on avait 33% des patients qui avaient fait une infection sévère, c'est-à-dire en gros qui nécessite des antibiotiques intraveineux ou une hospitalisation, versus seulement 27%. Une différence, vous allez me dire, qui est petite, mais néanmoins statistiquement significative en faveur de la dose réduite de corticoïdes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, cette étude a conclu qu'on peut réduire les corticoïdes à ces doses un peu plus
on va dire un peu moins agressive, sans prendre de risques sur le plan de l'efficacité et en réduisant le risque infectieux à moyen terme. Alors l'étape d'après, ça a été de se dire, est-ce qu'on peut arrêter les corticoïdes, éviter même les corticoïdes? Et là, pour le coup, vient l'histoire du complément dont je vous parlais en préambule. Alors pendant longtemps, on a dit que la vascularite ANCA était une maladie qui n'impliquait pas le complément. Pourquoi on disait ça? Parce que, en fait, quand vous le savez bien, quand on fait une biopsie rénale sur une vascularite ANCA, on trouve une glomérulonéphrite proliférative extracapillaire, mais l'immunofluorescence est négative. On appelle ça une glomérulonéphrite pauci-immune, dans le sens où il n'y a pas de dépôt d'immunoglobuline ni de complément. Alors pendant longtemps, on s'est dit, bah, contrairement aux autres vascularites ou au lupus, bah, le complément n'a rien à faire là-dedans. Sauf que finalement, avec un certain nombre d'expériences dans le modèle animal, etc., on s'est rendu compte qu'il y a quand même un élément de complément qui joue un rôle très important, c'est le fameux C5A. Alors très rapidement, je ne vais pas vous refaire toute la cascade du complément, mais le C5A, c'est une toute petite molécule qui est libérée à la fin de la cascade du complément, dont le rôle, c'est quoi? C'est d'aller faire venir sur le site de l'inflammation le polynucléaire neutrophile et l'activer. On appelle une chimiokine, une chémokine, et une anaphylatoxine, on dit pour certaines. Et donc ce C5A, pour qu'il agisse, il agit sur son récepteur, qui est un récepteur qui se trouve sur le neutrophile ou sur le monocyte. Eh bien, il y a une petite boîte californienne qui a développé un antagoniste du récepteur du C5A. Ce médicament s'est appelé au départ CCX168 et puis finalement ils l'ont appelé Avacopan. Et il y a une première étude qui a été faite dans la vascularité ANCA, publiée, vous voyez, en 2017, qui était plutôt assez prometteuse, puisque on a séparé les patients de 3 groupes, dont 2 qui avaient de l'Avacopan, le groupe B et le groupe C. Et quand vous voyez, les 2 colonnes en question montrent que finalement, même dans le groupe C où il n'y avait pas de corticoïdes, on avait une décroissance plus rapide du BIVAS. Alors ça, c'est l'amélioration du BIVAS. Le fameux score d'activité s'améliorait encore plus vite grâce à l'adjonction de ce fameux bloqueur du C5A récepteur. Donc, on avait la preuve chez l'homme, après avoir eu la preuve chez l'animal, que ce truc-là semblait marcher. Et donc, il y a eu une grosse étude internationale randomisée, qui s'appelle l'étude Advocate, publiée pareil, dans le New England en 2021, 330 patients. Et ces 300 patients étaient randomisés dans 2 groupes. Un groupe standard, si je puis dire, dans lequel on mettait pour tout le monde de l'endoxan, cyclophosphamide ou du rituximab et une corticothérapie qu'on décroissait progressivement pour l'arrêter au bout de 6 mois. Et puis dans l'autre bras, un placebo, mais aussi de le fameux Avacopan, 30 mg matin et 30 mg le soir. Donc en gros, on comparait l'Avacopan à la corticothérapie, puisque les autres traitements immunosuppresseurs étaient identiques dans les 2 bras. Qu'en est-il de cette étude? Cette étude a montré que le groupe Avacopan faisait aussi bien que le groupe corticoïde, dont le critère principal qui était au bout de 6 mois, la rémission de la vascularite. Et ça, c'était vrai, quel que soit le groupe qu'on voit ou quel que soit le critère secondaire. Vous voyez qu'on prenne les patients qui avaient une vascularite de novo ou en rechute, anti-PR3 ou anti-MPO, qui avaient tel ou tel traitement immunosuppresseur ou tel type de vascularite selon les critères cliniques, et on voyait que la différence restait non significative entre les 2 bras. On trouve que l'Avacopan fait aussi bien que la prednisone. Donc on a un médicament maintenant, l'Avacopan, qui semble démontrer qu'on peut faire tout aussi bien que la cortisone, en tout cas pour mettre en rémission la maladie. Alors quel est l'avantage du coup d'avoir de l'Avacopan? Alors, est-ce que ça réduit les problèmes infectieux? Non, ça ne réduit pas les problèmes infectieux. Ça améliore un certain nombre de choses. Peut-être, par exemple, le diabète cortico-induit. Ce truc-là ne donne pas de diabète, contrairement à la cortisone. Donc, on a, vous voyez, 2 fois moins de diabète dans cette étude-là. On a un peu moins d'effets neuropsychiques. On connaît tous des effets secondaires des corticoïdes. Mais on ne réduit pas le problème infectieux. Donc, cette molécule est aujourd'hui commercialisée en Europe et en Amérique du Nord depuis quelques mois maintenant. Et c'est un médicament qu'on peut prescrire à la place de la prednisone. Alors j'imagine qu'au Sénégal, on n'a peut-être pas encore accès à cette molécule, hein, mais
Vous comprenez probablement pourquoi. C'est une molécule qui coûte extrêmement cher, extrêmement cher. La corticothérapie, ça coûte quelques dizaines d'euros par an. L'avacopan coûte 65 000 € par an. Donc, il est évident que même nos systèmes de santé, en tout cas en Europe ou en Amérique du Sud, ont vu l'arrivée de l'avacopan avec un petit peu de crainte. Hein. On ne peut pas mettre tout le monde sous avacopan. Hein. C'est des prix énormes. Le tout est de savoir qui on doit mettre sous avacopan et qui sous corticoïdes. On ne peut pas mettre tout le monde sous avacopan. Donc, l'idée maintenant dans les prochaines années, c'est de découvrir lesquels de nos patients faudra mettre sous avacopan. Est-ce que c'est ceux qui ont plus de risques d'effets secondaires? C'est ce que font la plupart des équipes aujourd'hui. Par exemple, les patients qui sont obèses ou qui sont déjà très diabétiques, chez qui on n'a pas envie de mettre la cortisone, eh ben, on va plutôt leur mettre de l'avacopan, ou les patients qui ont des antécédents neuropsychiatriques, on va peut-être plutôt favoriser l'avacopan. Deuxième question résiduelle. Comment limiter les séquelles de la vascularite? Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on savait mettre en rémission la maladie de la vascularite, ça se faire sans aucun problème. Le problème, c'est qu'il y a des séquelles. Souvent, comme vous le savez, une créatinine qui reste élevée, voire des patients qui restent en dialyse après la poussée initiale de vascularite. Alors, une des idées qui a été suggérée depuis longtemps, hein, c'est de faire des échanges plasmatiques. Alors, l'échange plasmatique, c'est quoi? C'est une technique qui permet d'enlever notamment des anticorps. Alors, dans cette pathologie, les fameux anticorps, c'est les ANCA. Et est-ce que les ANCA sont pathogènes? Bah oui, on a quand même quelques preuves que les ANCA, c'est quelque chose de pathogène. Notamment, il y a un modèle animal, on montre ça très rapidement, c'est rigolo, mais en tout cas, chez la souris, on a réussi à fabriquer chez la souris, qui est knockout, comme on dit, qui n'exprime pas l'amyloperoxydase, on a réussi à lui faire exprimer en vaccinant cette souris avec l'amyloperoxydase des anticorps anti-MPO, des ANCA. Et ben, quand on injecte ces ANCA à une souris particulière, et ben, on reproduit la maladie rien qu'avec les ANCA ou avec les lymphocytes B qui produisent les ANCA, on arrive à reproduire à la fois la GNRP et à la fois l'hémorragie pulmonaire. Montrons bien que ces ANCA sont pathogènes et qu'il faut peut-être essayer de les épurer. C'est la raison pour laquelle on propose parfois, au début de l'histoire, d'épurer les ANCA avec une technique qu'on appelle l'échange plasmatique. Alors, est-ce que les échanges plasmatiques servent à quelque chose en pratique clinique? Eh ben, il y a une étude qui a été faite, une grande étude européenne qui a été faite par Levas dans les années 2000, qui s'appelle l'étude MEPEX. C'est une étude dans laquelle on inclut uniquement les patients les plus sévères. On n'est que les patients avec plus de 500 de créatinine au diagnostic. Ils avaient tous un traitement immunosuppresseur, corticoïdes et cyclophosphamide, et on leur randomisait pour avoir dans un bras des échanges plasmatiques versus dans l'autre bras pas d'échange, et puis on leur donnait quand même 3 boules de Solumédrol pour pas leur faire perdre de chance à l'époque en tout cas. Et finalement, quand on comparait ces deux bras, échange plasmatique versus pas d'échange plasmatique, on voyait que le nombre de patients qui étaient en dialyse au bout d'un an était réduit de 25% dans le groupe échange plasmatique, montrant que les échanges plasmatiques avaient permis de réduire, en tout cas, les cicatrices glomérulaires et rénales de l'atteinte vascularitique. Donc, cette étude a été très bien accueillie et c'est pour ça que d'ailleurs, pendant plusieurs années, on a eu cette recommandation disant qu'il fallait mettre pour les patients qui avaient plus de 500 micromoles de créatinine diagnostique, en plus des immunosuppresseurs, des échanges plasmatiques. Il n'empêche qu'on a été un petit peu confronté quelques années plus tard au suivi de cette étude. C'est la même étude à l'étude MEPEX et vous voyez que finalement, au long cours, au bout de quelques années, la différence entre les deux bras était perdue, mais liée au fait que beaucoup de patients étaient décédés malheureusement. Vous voyez qu'au bout d'un suivi moyen de 4 ans, il y avait pas plus de 50% des patients qui étaient décédés, montrant bien que malheureusement, on n'arrive plus à montrer une différence entre ces deux bras. En tout cas, suite à cette étude, on s'est dit que peut-être que ça sert à quelque chose, des échanges, mais 500 micromoles, c'est peut-être trop tard. Peut-être qu'il faut essayer d'échanger les patients plus tôt, même à des stades plus précoces. D'où cette fameuse étude Plexivas dont je parlais il y a quelques minutes, dans laquelle on a inclus les patients et les a randomisés pour recevoir échange versus pas d'échange, en plus, bien sûr, du traitement immunosuppresseur. Et puis, je vous ai montré tout à l'heure la deuxième randomisation pour les corticoïdes. Donc, cette étude Plexivas, le but initial, c'était ça, montrer est-ce que ça sert ou pas à quelque chose de faire des échanges chez des malades qui ont une atteinte rénale tout venant. Ils n'ont pas besoin d'être en dialyse et à 500 de créate. Ils pouvaient être inclus dans cette étude dès qu'ils avaient une atteinte rénale, même minime. Et bien, quand on regarde le critère primaire
combinant dialyse ou décès, et ben là, pour le coup, on ne voit plus de différence. Contrairement à ce qu'on démontrait avec MEPEX et la sortie de dialyse des patients sous échange plasmatique, là, on dehors peut-être d'une petite différence des deux courbes là, au tout début de l'histoire, à moyen terme, plus de différence entre les deux bras. Qu'on ait eu ou qu'on n'ait pas eu d'échange plasmatique, on ne diminue pas le risque d'être finalement, au final, décédé ou en dialyse à moyen ou à long terme. Et ça, c'est vrai que quel que soit le groupe qu'on regarde, que ce soit les patients avec les maladies rénales les plus sévères, les MPO, les PR3, quel que soit le traitement immunosuppresseur qui a été associé aux échanges plasmatiques, vous ne voyez pas de différence significative. Et quel que soit d'ailleurs l'endpoint secondaire, que ce soit le décès, la dialyse, la rémission, etc., etc. Quand on a vu sortir cette étude, en tout cas en 2020, on s'est dit, ça fait 20 ans qu'on fait des échanges plasmatiques dans la vascularite, ça ne sert peut-être pas à grand-chose. On n'arrive pas, avec la plus grosse étude jamais faite dans le domaine, à démontrer que l'échange plasmatique servait à quelque chose. Et on s'est dit, on va arrêter de faire des échanges plasmatiques. Et la plupart des centres, d'ailleurs, ont arrêté de faire ces échanges plasmatiques. Ce n'est pas une technique en plus simple, ce n'est pas une technique on va dire, bon marché, puisque ça coûte cher, hein, voilà, d'avoir des machines et d'avoir aussi de l'albumine ou du PFC pour échanger nos patients. Donc, c'est une technique qu'on a commencé à laisser tomber. Sauf que effectivement, dans 2022, il y a une méta-analyse qui sort, qui est faite par Michael Walsh. Michael Walsh, c'est le signataire du gros papier que je viens de vous montrer, celui-ci, en fait, hein, le New England 2020. 2 ans plus tard, il fait une méta-analyse, il prend son étude Plexivas, il rajoute d'autres études, dont certaines des années 80, hein, et il poule tous les malades. Il montre quoi en effet, le fait de faire des échanges plasmatiques, ça ne change pas la mortalité des patients, mais par contre, ça change quelque chose, peut-être sur le risque d'indépendance vis-à-vis de la dialyse, non pas à long terme, mais au 12e mois. On a l'impression qu'on gagne quelque chose. Autant ce n'était pas significatif si on prenait l'étude Plexivas toute seule. Si on poule toutes ces études-là, on a l'impression qu'on commence à être significatif. Donc, amélioration du pronostic rénal à M12, mais au prix d'un risque infectieux majoré. Les échanges plasmatiques, ça nécessite un cathé central, ça nécessite des échanges plasmatiques, ça induit une hypogammaglobulinémie, donc on en dit un risque infectieux non négligeable. Et donc, il y a des recommandations qui sortent quelques temps plus tard où finalement il change complètement son message par rapport à Plexivas et il dit que quand on a plus de 350 micromoles de créatinine, les échanges plasmatiques réduisent un peu de 4% le risque de dialyse à 1 an, bien sûr en augmentant le risque d'infection sévère. Et quand on a plus de 500, vous voyez que la réduction des risques est de 16% versus 13% de sur-risque infectieux. Et donc, au final, ils sortent avec une recommandation qui a surpris beaucoup de monde, hein, à peine 2 ans après les études de Plexivas, en disant, finalement, quand on a plus de 300 de créatinine, peut-être qu'il faut quand même faire des échanges plasmatiques. Donc, aujourd'hui, on reste, vous voyez, avec une controverse qui est dans tous les congrès de néphrologie internationaux. Les experts s'écharpent sur le domaine en disant je ne comprends pas, la plus grosse étude est négative, mais les recommandations disent qu'il faut quand même en faire. Tout ça, et chacun a ses propres arguments. Je pense qu'il ne faut pas rester aujourd'hui dogmatique et qu'il faut peut-être se poser la question au cas par cas. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qu'on recommande aujourd'hui, que il y a plein d'éléments qu'il faut prendre en considération pour voir s'il faut rajouter des plasmaphéreses. S'il y a des anti-GBM associés, ça peut arriver d'avoir la double séropositivité, GBM et ANCA. Quelle est la cinétique de la créatinine? Une créatinine qui monte sous nos yeux et qui grimpe jour après jour, c'est probablement pas la même chose qu'un patient qui arrive avec 800 de créate et qui a 800 de créate depuis 1 mois. On sait que malheureusement la récupération est moins certaine. Les manifestations extra-RNL sévères, on sait par exemple que l'hémorragie intra-alvéolaire sévère est probablement une indication à faire des échanges plasmatiques. Les vascularites réfractaires, quand le traitement immunosuppresseur ne marche pas, des fois on rajoute en deuxième intention les plasmaphéreses. Il faut aussi probablement prendre en considération la fragilité du patient. Quand le patient est à haut risque infectieux, il ne faut peut-être pas lui faire prendre le risque. En tout cas, il faut mettre sur la balance le risque qu'apportent les plasmaphéreses. Et puis finalement, la biopsie rénale, vous le savez aussi bien que moi, mais quand on a un rein qui est complètement fibreux, détruit, avec que des glomérules détruits, pas un cacheté scléreux, et une fibrose interstitielle importante,
on a beau faire tout ce qu'on veut, rajouter les échanges plasmatiques ou le traitement immunosuppresseur qu'on veut, on n'arrivera pas à retrouver une fonction rénale. Si par contre on a une atteinte rénale très fraîche, des lésions à peine débutantes, finalement, c'est peut-être là qu'il faut jouer et mettre toutes les cartes, et notamment les échanges plasmatiques, pour faire au mieux pour réduire les séquelles à long cours. Donc, il y a une étude post-hoc de Pexivas qui va sortir dans les prochains mois, on l'espère, qui va peut-être voir réévaluer les résultats dont je vais vous montrer à la lumière de la biopsie rénale. Et peut-être que la biopsie rénale sera un moyen de discuter au cas par cas s'il faut rajouter ou pas les échanges plasmatiques à nos patients. Un tout petit aparté sur le fameux avacopan dont on a parlé il y a quelques minutes, le fameux inhibiteur du C5A récepteur. Peut-être que ce médicament, en dehors du fait qu'il peut remplacer les corticoïdes, peut avoir une autre action pour aider la cicatrisation rénale. Il y a, en tout cas, vous voyez, dans les premières études de phase 2, on s'était rendu compte que les patients qui étaient avacopan diminuaient beaucoup plus vite que le groupe contrôle leur protéinurie. Bon. Et surtout, en fait, quand on regarde l'étude de phase 3, on voit que la récupération du DFG est meilleure dans le groupe avacopan. Alors, vous allez me dire, la différence n'est pas énorme, 3 millilitres minute dans le groupe de différence dans le groupe avacopan par rapport à la prénisone. Est-ce que la différence est énorme? Ça vaut le coup de payer 65 000 € pour gagner 3 millilitres minute? Bah, peut-être pour les malades les plus sévères, ça vaut peut-être le coup. Si on regarde les patients qui avaient moins de 20 millilitres minute au diagnostic, donc une insuffisance rénale quand même assez sévère, et qu'on voit ce qu'ils gagnent avec l'avacopan versus les corticoïdes, ben, vous voyez que le delta est non négligeable. On gagne quand même plus 8 millilitres minute par rapport au groupe contrôle. Donc là, ça commence à devenir significatif. Peut-être que dans les années qui viennent, eh ben, l'indication principale de l'avacopan sera peut-être l'insuffisance rénale la plus avancée, peut-être pour permettre la récupération plus importante de la fonction rénale. Ça reste encore à démontrer, en tout cas avec des études spécifiquement, en tout cas ciblant ce critère. Je vais finir avec une dernière chose qui s'appelle comment réduire le risque de rechute. La rechute dans la vascularité en cas, c'est l'autre gros problème. Alors, est-ce que c'est fréquent? Malheureusement, c'est très fréquent. On sait que si on ne met pas de traitement d'entretien, et ça on peut le voir dans des séries historiques, si on ne met pas de traitement une fois qu'on a mis la maladie en rémission au bout de 3 mois et qu'on ne traite absolument rien, on a une chance sur 2 d'avoir une rechute à un moment ou à un autre de l'évolution de la maladie. Et les rechutes, c'est pas rien, notamment en néphrologie. On dit qu'en moyenne, chaque rechute, quand elle est dépistée précocement, hein, eh ben, elle fait perdre en moyenne 10 millilitres minute de DFG. Donc, c'est pas rien. Des fois, c'est beaucoup plus. Et on sait que perdre de chaque rechute, eh ben, ça augmente le risque d'arriver en dialyse un jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on faisait pour éviter la rechute? Pendant longtemps, on a donné de l'azatioprine. C'était le traitement pas cher, le traitement standard, on va dire. Pendant des années, des décennies, on a donné de l'Imural, l'Imuran à des doses, vous voyez, assez standardisées pendant au moins 1 an et demi, 2 ans. Mais malgré ça, ça ne marchait pas très, très bien. On baissait le risque de rechute de 50-60%, plutôt aux alentours de 30-40%. Donc c'était mieux, mais il y avait encore des améliorations à faire. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Une des idées qui a été essayée à un moment, c'est de donner du MMF, comme dans le lupus, comme dans la transplantation. Vous savez que la MMF, c'est ce qui a remplacé l'azatioprine, en fait, dans beaucoup de pathologies. Donc on s'est dit, bah, essayons le MMF dans cette maladie-là. Donc l'étude européenne IMPROVE, faite par le VAS, a fait quoi? On a pris les patients, on les a tous mis en rémission avec le cyclophosphamide, et une fois qu'ils étaient en rémission, on les a randomisés pour recevoir soit l'azatioprine, soit du MMF. Et on a suivi ça pendant 42 mois. Et alors là, surprise, parce que le MMF, non seulement il ne fait pas mieux, mais il fait beaucoup moins bien que l'azatioprine. Le nouveau médicament le plus moderne fait moins bien que le classique. En termes de rechute, vous voyez, les proportions de rechute, il est plus importante avec le MMF qu'avec l'azatioprine. Autant dire que le MMF ne marche pas dans cette maladie-là, et que, en tout cas, si on devait comparer ces deux molécules, il faudrait rester à l'azatioprine, ça tombe bien, c'est en plus moins cher, on a un peu plus de recul. Alors l'autre idée après, bien sûr, là c'est Loïc Guilvin en France qui a eu cette idée-là, c'est de se dire, mais si le rituximab marche au départ pour mettre les malades en rémission, pourquoi ne pas l'utiliser aussi pour garder les malades en rémission? Et donc, c'est une des études phares du groupe français d'études de vascularite, publiée il y a 10 ans maintenant, dans lequel on a fait quoi? On a mis des malades en rémission
avec de l'endoxan pour la plupart des cas. Et une fois qu'on était en rémission, on les randomisait pour recevoir soit l'azatioprine pour une durée, vous voyez, d'à peu près 1 an et demi, 2 ans, soit du rituximab avec une perfusion tous les 6 mois. Alors au départ, il y avait 2 perfusions au début, puis après une perfusion tous les 6 mois. Et en plus, une perfusion un peu moins importante, c'est du 500 mg. C'est plus de 375 mg mètre carré comme on fait classiquement, du 500 mg tout rond. Et pour des raisons tout à fait économiques, hein, c'était un protocole qui n'était pas subventionné par l'industrie, c'était payé par le ministère de la Santé. Donc, il a fallu faire des économies. Et donc, on a fait un protocole avec une petite dose de rituximab. Quand on compare ces 2 bras, le classique azatioprine avec le moderne, entre guillemets, rituximab, et vous voyez que là, pour le coup, on gagne. On gagne un petit peu en termes de rechute. On réduit le risque de rechute, passant de 29% à 5% de rechute au bout de 2 ans et quelques de suivi. Donc réellement, là, pour le coup, ça marche. On a clairement, en tout cas, une molécule qui permet, en tout cas, de réduire le risque de rechute de la maladie. Et ben, c'est pareil. Cette molécule a obtenu une AMM et donc elle est aujourd'hui commercialisée, y compris pour le traitement de la rechute, la prévention de la rechute, avec cette fois-ci également une comparaison sur le risque infectieux qui ne montre pas d'amélioration par rapport à l'azatioprine, mais néanmoins un profil de tolérance un peu meilleur. C'est sûr qu'avec l'azatioprine, on voit un peu plus de leucopénie, on voit un peu plus d'hépatite, mais avec le rituximab, on voit quand même pas mal d'infections. Donc, il faut garder en tête que le rituximab, ce n'est pas rien. C'est quand même un risque infectieux non négligeable. Donc, la question d'après, c'est de se dire, mais combien de temps, si on fait du rituximab, pour combien de temps il faut le faire? Est-ce que ça guérit la maladie? Non, ça guérit même. Alors, j'en parle de ma maladie, même quand on le fait pendant 2 ans. On sait que quand on l'arrête, c'est le suivi à long terme de l'étude Menritzan. Vous voyez bien que même les patients qui ont eu du rituximab, une fois qu'on l'a arrêté, petit à petit, ils rechutent, montrant bien que, effectivement, des fois, chez certains patients, pas tous, mais chez certains patients, peut-être qu'il faut continuer plus longtemps. Combien de temps il faut le faire? Est-ce qu'il faut faire plus que 2 ans d'entretien? On a essayé de répondre avec une étude européenne que j'ai la chance de coordonner. C'était une étude qui était faite à l'époque avec l'azatioprine, mais le principe est le même. Vous voyez que c'était des patients qui avaient eu cyclophosphamide et azatioprine pour mettre les malades en rémission. Une fois qu'ils étaient en rémission, au bout de 18 à 24 mois, on les randomisait, soit pour continuer le traitement pendant encore 30 mois, soit pour arrêter en l'espace de 3 mois les stéroïdes et l'azatioprine. Cette étude a montré quoi? Voilà, que si on arrêtait l'immunosuppression, c'est la courbe en rouge, vous voyez qu'on a beaucoup plus de rechutes que si on continue l'immunosuppression par azatioprine et corticoïdes. Donc beaucoup plus de rechutes, donc montrant bien que le prolongement du traitement immunosuppresseur est parfois nécessaire pour prévenir la rechute au long cours. Alors, l'étape d'après, et ça on n'y est pas encore aujourd'hui, c'est comment individualiser le traitement. Là, probablement, tous les malades n'ont pas besoin du même traitement, de la même durée de traitement. Et est-ce qu'il y a potentiellement des éléments qui peuvent nous aider à choisir comment traiter? Alors, on sait que le phénotype clinique et biologique peut nous aider. On sait que la GPA ou la présence d'anti-PR3 expose plus au risque de rejet que la PAM ou les anticorps anti-MPO. La fonction rénale, on sait que quand on a une insuffisance rénale résiduelle après la première poussée, on est un peu plus protégé de la rechute, comme si effectivement la dysfonction rénale, l'accumulation de toxines urimiques, peut-être, qui sait, a un rôle immunosuppresseur et réduit un petit peu le risque de rechute. L'âge du patient, c'est une étude récente qu'on a menée en France, montrant que les patients les plus âgés ont un peu moins de risque de rechute. Ce n'est pas de protection à 100%, mais statistiquement, ils rechutent moins. Et puis, il y a 2 éléments dont on dispose en France, probablement plus compliqués à avoir au Sénégal. En tout cas, c'est des marqueurs de suivi, que ce soit la positivité des ANCA ou la déplétion lymphocytaire B. Mais aujourd'hui, c'est des éléments qui nous aident parfois à poursuivre un petit peu ou à reprendre un traitement immunosuppresseur. Si les ANCA restent positifs, on a tendance plutôt à continuer un peu plus longtemps. Si les lymphocytes B, ceux qui sont ciblés et déplétés par le rituximab, réapparaissent, on sait que le risque de rechute réaugmente un petit peu. Donc, c'est des éléments qu'on peut prendre en considération pour adapter le traitement. Alors, je vous montre ici le schéma, en tout cas,
proposé par le groupe français d'études des vascularites pour l'entretien du traitement de vascularite. Et à l'époque, en tout cas en 2020, on a un peu changé nos fusils d'épaule, on est en train de refaire les nouvelles recommandations là en ce moment. Mais à l'époque, on disait que finalement, quand c'était une vascularite avec des encas anti-MPO, en tout cas quand on a l'atteinte sévère, comme c'est le cas avec l'atteinte rénale, on fait juste 2 ans de traitement. Si par contre c'est MPO en rechute ou si c'est anti-PR3, alors là, probablement qu'il faut faire plus. Et probablement les 4 ans de traitement d'entretien, c'est un meilleur rapport bénéfice-risque. Ça reste à démontrer. Alors, je vais finir juste en parcourant très vite, parce que tout ce que je veux vous montrer là, on en a déjà parlé il y a quelques minutes, les recommandations qui viennent d'être publiées. C'est sorti en début d'année 2024, c'est les recommandations CADIGO sur la prise en charge de la vascularité en cas. Alors, que disent ces recommandations? Ça résume tout ce que je viens de vous raconter. La première chose, c'est qu'on peut, au départ, en tout cas, mettre les patients en rémission avec une corticothérapie en combinaison avec soit du rituximab, soit du cyclophosphamide. Les deux peuvent être utilisés. En Europe, on va plutôt préférer, en tout cas, le rituximab quand on en dispose pour les enfants, les jeunes, les femmes en âge de procréer, éventuellement les patients qui ont déjà une rechute de la maladie. Et par contre, on va regarder le cyclophosphamide quand on ne peut pas accéder au rituximab, c'est malheureusement le cas dans certains pays du monde, ou quand on a une maladie rénale sévère. Je vous ai montré tout à l'heure que quand on a une maladie rénale sévère, le rituximab n'a pas démontré encore son équivalence avec le classique cyclophosphamide. La deuxième chose, c'est la diminution des corticoïdes. Je vous ai montré que maintenant, on utilise des schémas beaucoup plus rapidement dégressifs en termes de corticothérapie. Et donc, les recommandations donnent comme schéma le schéma de Pexivas low-dose. Vous voyez une décroissance rapide des corticoïdes. Vous la retrouverez dans les recommandations dans Kidney International. Vous pouvez avoir facilement. L'avacopan, pour les endroits où on peut avoir l'avacopan, est une alternative aux corticoïdes, notamment pour les patients qui ont un risque accru de toxicité aux corticoïdes, les patients, les obèses, les diabétiques, les psychotiques, etc., etc. Les échanges plasmatiques peuvent être discutés. Et alors, c'est là où les recommandations restent un petit peu floues. Voilà, vous voyez que sont considérés, ils ne disent pas qu'il faut les faire à chaque fois, mais en tout cas, il faut les considérer quand la créatinine est à plus de 300 micromoles par litre, ou chez patients qui ont une insuffisance rénale rapidement progressive, avec éventuellement notamment une hémorragie intra-alvéolaire sévère. Et donc, au final, les recommandations aujourd'hui, si on résume les recommandations, le schéma est un peu changé par rapport à ce que je disais tout à l'heure. On fait toujours les bolus, on baisse beaucoup plus rapidement les corticoïdes, ou on met à la place des corticoïdes l'avacopan. Bon. Et dans les options d'immunosuppression, on a l'immunosuppression, toujours le cyclophosphamide, Péros ou IV. Très franchement, aujourd'hui, en Europe, on a abandonné le Péros pour faire que de l'IV et on a toujours le rituximab qu'on peut mettre. Et puis, on a également les échanges plasmatiques avec aujourd'hui des recommandations qui nous disent que dès que la créatinine a plus de 300, il faut discuter cette option thérapeutique. Pour une petite histoire, juste, je vous montre un petit peu ça. Dans la nouvelle recommandation, sort également le nouveau schéma de rituximab. Au lieu de faire 4 fois 375, on peut aussi utiliser le schéma 1000 x 2, qui est un peu plus simple à utiliser. Ça implique un peu moins d'hospitalisation pour le patient. Qu'en est-il maintenant de traitement de maintenance, comme on dit, d'entretien? Et voilà, on sait qu'il faut mettre du rituximab de façon certaine, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Quant au traitement optimal, ils disent entre 18 mois et 4 ans de traitement. Quant à choisir quelle durée on va choisir, est-ce qu'on va choisir plutôt 1 an et demi ou 4 ans, faut considérer le risque de rechute. Et le risque de rechute dépend de pas mal de paramètres. Et c'est ça qui va nous dire, patient par patient, qu'est-ce qu'on va plutôt privilégier, le traitement court, le traitement prolongé. Vous voyez bien que là-dedans apparaissent les PR3 qui sont un risque de rechute, les signes ORL qui sont les signes plutôt de GPA. Et par contre, effectivement, la positivité des encas persistantes donne un risque de rechute plus important. Donc, globalement, c'est pas mal d'éléments qui doivent être pris en considération de façon individuelle. En conclusion, vous avez vu qu'il y a des recommandations avec des grandes études aujourd'hui et on sait qu'on peut probablement commencer à
parler de personnalisation du traitement. En tout cas, ce qu'il faut qu'on sache aujourd'hui faire, c'est alléger les doses de corticoïdes et de cyclophosphamide, notamment sur le sujet âgé. Probablement remplacer le cyclophosphamide quand on peut par le rituximab chez le sujet jeune ou à fort risque de rechute. Quand on peut également, mais ça, c'est encore, même en Europe, on va dire, c'est encore aujourd'hui très débattu, les corticoïdes par la Vacopan, en tout cas quand il y a beaucoup de complications, de risques de complications des corticoïdes. Les échanges plasmatiques, on peut également, et que la créatinine a plus de 300. Et puis, espacer peut-être les injections de rituximab selon les encals et les CD19, ça reste encore à démontrer, voire allonger la durée du traitement s'il y a une deuxième poussée ou si c'est des anti-PR3. Il y a encore plein de place pour des nouvelles études, hein, on en a parlé tout à l'heure, on a la chance d'avoir des études dans cette maladie. C'est quand même rare des maladies aussi finalement peu fréquentes, dans lesquelles on a autant d'études, et on continue à en avoir. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'études qui sont des études académiques, pas nécessairement subventionnées par l'industrie pharmaceutique, et qu'on arrive à mener et faire avancer un peu les choses. Voilà. Donc en finale, je vais juste remercier vous déjà d'être resté aujourd'hui pour ce topo, remercier les collègues du centre de référence du GFEV, David Jen, avec qui j'ai une chance de travailler à Cambridge pendant quelques temps, le laboratoire dans lequel je travaille, et puis surtout les patients, hein, tous ces patients qui ont été inclus dans les protocoles thérapeutiques, vous avez vu, qui ont permis de faire avancer les choses. Et ben voilà, je crois que j'ai fini et je vais arrêter le partage pour pouvoir répondre à vos questions. Attendez, c'est pas là, c'est Merci. là. Là. Je suis à vous. Merci beaucoup pour votre brillante présentation et qui est vraiment explicite par rapport aux différentes molécules disponibles que l'on peut utiliser pour le traitement des vascularites. Bon, comme nouvelle molécule que l'on peut retenir dans la présentation, c'est avec l'arrivée de l'avacopan, dont on dit que ça peut peut-être remplacer les corticoïdes dans certains cas. Bon, je pense qu'on va ouvrir la discussion pour une quinzaine de minutes pour les questions concernant la présentation. Il y a Avec des questions plaisir, qui sont envoyées dans la discussion. Hein. Ah oui. Alors, je peux lire en même temps la discussion. Alors, merci. Sur une infection sévère associée à la vascularité en cas dès le début de la poussée, qu'est-ce qu'on fait concernant le protocole d'immunosuppression? C'est une question très importante. Vous avez tout à fait raison de le signaler. On a parfois des patients qui, au début de l'histoire, soit lors de la prise en charge, soit au moment ou après l'initiation du traitement d'immunosuppression, vont faire un problème infectieux. Il est évident que faut savoir lever un peu le pied sur l'immunosuppression au départ pour traiter l'infection de façon transitoire et reprendre secondairement. Je pense que c'est des patients qui sont souvent, qu'il faut bien, on va dire, explorer au début avant de mettre les corticoïdes, surtout quand on a un doute sur un foyer infectieux sous-jacent ou qu'il y a un risque antérieur. Je pense notamment à vos patients. Je pense que, à mon avis, vous avez beaucoup plus d'habitude que moi, mais probablement à chercher les infections parasitaires et éliminer les foyers infectieux potentiels avant de mettre les immunosuppresseurs. Mais je pense que c'est extrêmement important. Vous avez vu, c'est la principale cause de mortalité. Donc, il faut d'abord éliminer et traiter les infections avant de balancer, on va dire, nos forts immunosuppresseurs. Voilà. Alors, quelqu'un derrière me pose une question, une excellente question aussi, concernant l'immunosuppression double par rituximab et endoxant low dose. Alors, c'est également une très bonne question. Alors, je ne l'ai pas abordée parce que je n'avais pas le temps d'aborder toutes les questions, mais il y a également une autre façon, on va dire, d'utiliser le rituximab qui a été proposée. C'est cette double traitement, rituximab et endoxant. Alors, ce qu'on reproche un petit peu au rituximab, c'est souvent une durée on va dire, un délai d'action un petit peu long. C'est-à-dire, quand on met le rituximab, on a l'impression qu'il faut souvent attendre 10-15 jours que ça fasse une efficacité. Et parfois, dans des formes très, très, très florides et très explosives, on ne peut pas se permettre d'attendre de 10-15 jours que ça marche. Et donc, l'idée qui a été suggérée par certaines équipes, c'est de commencer par de l'endoxant, on va dire, pour être rapidement efficace, et d'enchaîner en quelque sorte avec du rituximab d'emblée. C'est un protocole qui a été fait
publié d'ailleurs dans un de 2010, qui s'appelle Rituximab, un protocole européen dans lequel on fait juste 2 injections de cyclophosphamide de départ, mais on commence d'emblée le rituximab, ce qui fait que pendant les premières semaines, on est couvert par les 2 premières injections d'endoxan, et puis par la suite, on est couvert par le rituximab. Donc, c'est une association des 2. Alors, pendant longtemps, j'étais un peu sceptique sur cette association. Il faut dire que moi, le premier patient que j'ai essayé de traiter comme ça, il est décédé d'une méningoencéphalite herpétique et j'ai pris vraiment peur en me disant, oh là là, la combinaison des 2, c'est mal vécu. Mais en fait, par la suite, d'autres patients qu'on a fait ont été assez bien tolérés. Et c'est vrai que beaucoup de centres l'utilisent avec des résultats assez bons. Donc, je pense que voilà, faut probablement faire gaffe parce que c'est quand même 2 médicaments immunosuppresseurs à adjoindre au départ et il faut voir comment les patients le tolèrent, mais c'est peut-être une solution qui est privilégiée dans certains cas. Et d'ailleurs, dans les recommandations, on l'a effectivement comme une option thérapeutique. Voilà. Alors, quelqu'un d'autre, Monsieur Moussa, me pose la question, qu'est-ce qu'on pense de la stratégie Ritux à la demande? Alors, pareil, je n'ai pas mis de diapo là-dessus. Aussi, j'ai des diapos en backup, mais je vais vous en parler un petit peu. C'est aussi une autre possibilité, c'est dans le traitement d'entretien, de ne pas faire comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire une perfusion tous les 6 mois de façon systématique, mais de faire la réinjection de rituximab uniquement si on voit les marqueurs, les ANCA et les CD19, c'est-à-dire les lymphocytes B, bouger. C'est une stratégie qui a été évaluée. On a mené en France un autre protocole qu'on appelle MENRIT 102, dans lequel on a comparé ces 2 stratégies. On a pris la stratégie 6 mois de façon systématique versus la stratégie tous les 3 mois, le patient vient, on pose les CD19, on dose les ANCA. Si jamais ça bouge, hop, on met le rituximab. C'est une stratégie qui a permis d'économiser, on va dire, un petit peu de rituximab, puisque finalement, en médiane, on faisait sur 2 ans, on faisait 3 injections de rituximab sur le bras à la demande versus 5 dans le bras systématique, et qui finalement, à court terme, semble montrer des résultats similaires. Donc, ça a l'air, en tout cas, à court terme, de marcher. Néanmoins, il y a 2 inconvénients. Le premier, c'est qu'il faut voir les patients tous les 3 mois, leur doser ces fameux CD19 et les ANCA. Alors, ça dépend un peu de la facilité d'accès que vous avez au laboratoire d'immunologie. La deuxième chose, c'est qu'on a une méta-analyse qui est sortie il y a quelques semaines de ça dans l'ARD, montrant que probablement on paye le prix à plus long terme. C'est-à-dire en ayant allégé le rituximab au départ, on augmente un peu le risque à plus long terme. Autant sur les 2 premières années, on ne voit pas de différence, autant sur les 3 à 5 ans qui vont venir, on a peut-être un petit sur-risque. Donc, à prendre avec des pincettes, on le fait parfois, en tout cas, mais de façon assez ponctuelle pour des malades chez qui on veut vraiment réduire le rituximab, soit pour des problèmes économiques, soit des problèmes néoplasiques, notamment des patients qui ont un cancer et chez qui on veut limiter l'immunosuppression. On l'a fait 2-3 fois, en fait. Je regarde un peu le chat s'il y a d'autres questions. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Mais je suis à vous. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Merci, professeur. Moi, j'ai une question. Oui, dites-moi. Oui. En fait, c'est par rapport aux patients qui ont présenté une traitement immunosuppresseur et qui, par la suite, ont évolué vers une insuffisance rénale chronique. Dans ce cas, si le patient est mis en hémodialyse chronique, est-ce qu'il faut arrêter le traitement immunosuppresseur ou pas, sachant que la vascularite, c'est une maladie chronique? Est-ce qu'il faut pas arrêter? C'est une très, très bonne question également. C'est une très bonne question qu'on se pose tous régulièrement en néphrologie. Alors, j'ai 2 réponses à vous donner. La première, c'est une réponse épidémiologique. On a des données épidémiologiques. Il y a une grosse étude américaine et il y a une étude française qui a été menée par l'équipe de Marseille, par Noémie Jourdechis, c'est publié il y a maintenant 2 ans, qui montre ce qui se passe une fois que le malade reste en dialyse, le malade qui a une vascularite et qui reste en dialyse. Ces données épidémiologiques disent qu'en dialyse, on fait 3 fois plus d'infections que de rechutes. C'est-à-dire globalement, le risque infectieux est beaucoup plus important que le risque de rechute. Ce qui veut dire quoi? C'est que probablement, c'est des patients qui, comme dans le lupus, ont une maladie immunologique qui semble s'éteindre un petit peu une fois qu'on est en dialyse. Alors, elle peut rechuter, alors pas sur les reins c'est trop tard, mais sur d'autres territoires, le poumon, l'ORL, le nerf, etc. Mais le risque de rechute est pas très important.
Par contre, le risque est important. La deuxième réponse, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais on l'aura probablement assez rapidement parce que, comme souvent, hein, et c'est ça qui est intéressant dans cette maladie, cette question, il y a des collègues français qui se sont posés, qui ont monté une étude qui s'appelle Master en cas, qui est actuellement en cours de réalisation. On n'a pas encore les résultats. Il y a 70 patients qui sont inclus en France pour l'instant, mais qui sont justement ces genres de malades. Ils sont restés en dialyse au décours de traitement d'induction. Et au bout de 3 mois, on se pose la question, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue? Et cette étude les randomise, les tire au sort. La moitié, ils ont une perfusion de rituximab tous les 6 mois. Et l'autre moitié, on arrête tout. Et là, on va voir, au fur et à mesure du temps, ils vont tous être suivis pendant au moins 2 ans. Et on va voir ce qui se passe au long cours. Donc, c'est une question majeure, hein. Je pense que vous avez tout à fait raison, hein, de la souligner. Est-ce qu'on doit continuer? Je dois vous avouer que pour mes patients, en tout cas en dehors de cette étude-là, j'ai plutôt tendance à, quand il n'y a pas eu d'atteinte extra-rénale sévère et que les encas se sont négativés après le traitement d'attaque, j'ai, je pense, tendance à arrêter le traitement immunosuppresseur. C'est voilà, dans la plupart des cas, j'ai l'impression que le risque infectieux est plus important. Mais je me trompe peut-être, et peut-être que l'étude prospective et randomisée prouvera le contraire, mais réponse dans quelques années. Oui, oui, Alexandre, je voulais, avec vascularité et transplantation rénale, qu'est-ce que tu peux en dire un mot? C'est probablement un problème qui est pas très inquiétant. On a très très peu de rechutes en post-transplantation. Alors, comme je dis, la maladie s'est éteinte en dialyse et la rechute en post-transplantation est quelque chose de très rare. Euh, euh, Pareil, vous allez voir apparaître d'ici peu en fait un article de l'équipe d'Angers, du docteur Briand, qui s'appelle le collaborateur qui a fait une étude nationale française sur le risque de rechute de la vascularité en post-transplantation. Et finalement, on a très très peu de rechutes. Donc globalement, je ne dis pas qu'il faut oublier ce risque, il faut le surveiller. En tout cas, en post-implantation, il faut garder en tête l'histoire initiale, les encas, et de temps en temps surveiller que les encas ne se repositivent pas. C'est un très bon marqueur prédictif de la rechute. Mais globalement, c'est un risque qui est probablement assez faible. Quant à l'inscription sur les attentes de greffe, on dit aujourd'hui qu'il faut attendre 1 an après la première poussée pour mettre le patient sur les attentes de greffe, en tout cas pour greffer le patient. Mais quel que soit d'ailleurs, c'est au titre d'encas. Hein. Pendant longtemps, on a dit les encas sont négatifs pour greffer le patient. En fait, les recommandations, les cas d'ego que je ne vous ai pas montré, mais les recommandations disent que même si les encas sont positifs, on peut greffer les patients. Alors, mais en les surveillant de près, en tout cas. Voilà. OK. Il y a une question, on a eu à traiter un patient avec un goût de pasture par protocole Ritux, puis endoxant, ça s'est bien passé sans complications infectieuses. Oui, effectivement, dans le goût de pasture. Alors, dans le goût de pasture, c'est différent parce que c'est une maladie encore plus rare. Et le goût de pasture, pour le coup, il y a très peu d'études comparatives, hein, contrairement à vascularité en cas, donc on ne sait pas très, très bien. C'est vrai que les recommandations dans le goût de pasture nous disent que c'est de l'endoxant. Il faut faire de l'endoxant et c'est ce qui est écrit dans toutes les recommandations, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'études avec le rituximab. Il y a quand même des petites séries qui sortent, non contrôlées, donc ça a l'air de marcher également le rituximab. Nous, voilà, on avait publié il y a quelques années une petite série française dans laquelle ça marchait. Donc peut-être que ça marche, mais la preuve, pas de façon aussi solide en tout cas, on peut l'avoir dans la vascularité. Bonjour, je voulais poser une question. Oui. Oui, Je peux? oui, Yves, vous pouvez Bonjour, poser votre. Alexandre. C'est Abdou. Oui, excusez-moi. Oui, c'est Abdou. Bien. Oui, C'est bonjour, bien. Alexandre. Merci pour cette très bonne présentation. Alors, je voulais poser une question à propos d'une de mes patientes actuellement que je suis avec le rhumatologue, le professeur Ndongo, pour une histoire de polyarthrite chronique, hein, dont on n'a pas encore une étiologie très précise, mais qui présente par ailleurs une atteinte rénale depuis quelque temps. Et la maladie rénale est relativement stable depuis 2 ans, avec une perte autour de 30, entre 20 et 30 en DFG
autour 35. Et récemment, donc, on a fait doser les encas et le résultat de ça, de type les encas est à 320, ce type C encas, mais avec des anti-MPO et des anti-PR3 négatifs. Et ce malade, on n'a pas encore fait de biopsie rénale. Et d'ailleurs, c'est une des décisions qu'on vient de prendre. Et je voulais te poser des questions par rapport à l'interprétation de ce type d'anticorps élevé. Donc, malgré l'anti-MP3 et PR3 négatif, qu'est-ce que ça peut être? Et justement, la pertinence de faire la biopsie rénale malgré une fonction rénale stable. Personnellement, je pense qu'il faut rénale. Je pense, alors, je ne sais pas quelle est vos possibilités locales, mais je pense que c'est important de faire la biopsie rénale. En fait, dans les vascularites en cas, dans toutes les grandes séries de vascularites en cas, on a toujours 5% des patients qui sont en CANEG, qui ont la vascularite post-immune, la présentation clinique et biologique et histologique tout à fait typique, mais qui restent en cas négatif. Et pour quelle raison, on ne sait pas très bien. Ça existe, hein, mais en fait, il faut les prendre en considération et les traiter comme les autres, du moment que l'histologie, en tout cas, montre une vascularite post-immune. Quant au tableau un peu subatrant et chronique, c'est malheureusement un mode de présentation que nous autres néphrologues, on voit de plus en plus, hein, c'est-à-dire des patients qui ont une pathologie qui évolue pas comme une GNRP. Hein. On apprend à nos étudiants que la vascularité en cas, c'est la glomérulonéphrite rapidement progressive qui monte la créatinine de jour en jour et de semaine en semaine. On a malheureusement des patients qui ont des formes très chroniques, très chroniques. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a même pas 2 mois, on a un patient qui est arrivé qui avait une petite protéinurie, une petite hématurie, une hypertension artérielle. On était persuadé qu'on allait tomber sur une néphropathie IgA classique et finalement les enquêtes étaient positifs et l'immunofluorescence était négative avec des lésions cicatricielles de poussée subintrante. Et souvent, les vascularites en cas, il y a aussi ce mode de présentation très chronique. Les anglo-saxons appellent ça les maladies rampantes, hein, les grumbling disease comme ils appellent ça, des maladies qui évoluent à bas bruit, vraiment très très lentement. Et je pense que c'est un vrai piège diagnostique. Un vrai piège diagnostique. Et même quand les encas sont négatifs, je pense qu'il faut savoir aller à la biopsie rénale pour authentifier ou pas et tenter de traiter. Alors probablement, c'est des malades qu'il ne faut pas traiter de façon aussi agressive qu'une GNRP. Il n'y a peut-être pas besoin de mettre des fortes doses de corticoïdes ou des échanges plasmatiques ou que sais-je d'autre. Mais en tout cas, c'est des patients qui vont bénéficier probablement d'un traitement immunosuppresseur au long cours, du rituximab avec des petites doses de corticoïdes et qui peut-être vont pouvoir stabiliser au moins leur fonction rénale au long cours. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire, en tout cas pour votre patiente, oui, je pense qu'il faut la biopsier pour être sûr de ne pas passer à côté d'autres choses, éventuellement authentifier la glomérulonéphrite post-immune, peut-être peu active. Hein. Et alors là, justement, c'est important de dire à votre pathologiste de couper toute la biopsie, hein, d'aller chercher la lésion active, parce que de temps en temps, on peut trouver, à la première impression, on se dit, bah non, il n'y a plus rien d'actif, il n'y a plus aucun glomérule avec des lésions prolifératives. Et puis finalement, le pathologiste va vous rappeler le lendemain en disant, ah oui, j'ai fait quelques coupes supplémentaires et j'ai trouvé un glomérule sur lequel il y a une lésion de nécrose ou il y a un croissant dans un coin. Et ça suffit pour étayer votre diagnostic et en tout cas argumenter pour initier un traitement immunosuppresseur. C'est parfait. Bon. On ne va pas quand même abuser. Hein. On a. Je pense que s'il y a pas beaucoup d'intervenants, on peut clore la session tout en remerciant le professeur Alexandre Caras et la SOSNDT également d'avoir organisé ce webinaire que nous espérons que ça va Alexandre continuer. va nous revenir pour le lupus ou la sclérodermie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez. Le lupus, je pense qu'à mon avis, ça doit encore plus vous intéresser parce que vous devez en avoir quelques-unes, hein, le lupus. Parfait. Donc, c'est adjugé. Le lupus à votre convenance. À la date qui vous conviendra. Merci à vous. Merci en tout cas encore une fois pour l'invitation. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et à très bientôt alors dans ce cas-là. Dans ton compte WhatsApp, il y aura un peu de soleil sans pluie. Ah, avec plaisir. On attend, vous envoyez le soleil. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci.
Voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci, merci. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Merci, Madame la Présidente. Je vous en prie. Moustapha ne se dira plus rien. Il est content. Il est séduit. Ouais. Oui, tu as bien géré, Binta. Ah, merci beaucoup. Au moins. Pour une fois, il dit bravo, quelque chose de positif, quoi. Voilà. Hein? Et Il y je dis avait, bravo. il y avait 100 personnes, hein? Ça a culminé à 100. Elle dit Voilà, qu'aujourd'hui, parfaitement. pour au moins, Faye a dit quelque chose de positif sur toi, quoi. Prof, day la Moustapha. Participation. Le mercredi, rendez-vous mercredi sur les trous minéraux aussi avec Gabriel Choukroun. Par contre, là, ça va être à 14h. Malheureusement, il n'a pas le temps avant. 14h GMT. Et Dava, je ne sais pas s'il m'entend, il faudra qu'il assure lui aussi. Ah, Damba, Il est d'accord. Il était le premier aujourd'hui connecté. ah, d'accord, ça c'est bien. Il était le En premier à tout être cas, connecté. bravo. Hein, il y a eu un auditoire très, très Il a eu riche. 100 participants Avec au plus moins. de- C'est excellent. Hein. Ah oui, bravo. Bravo. Et puis, on encourage le comité scientifique à nous proposer vraiment d'autres webinaires. Hein? De toute façon, on les fera. On verra. Hein? Bon, d'accord. Bon, je suis pas. Allez, Allez, bon séjour. merci. Merci.